Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma Charlotte et bonne année. Mais oui, la bonne année 2025. C'est parti, un vent de renouveau souffle sur Alto et notamment ses chroniques. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? On va parler cette année de profilage alimentaire. Oui, entre autres, voilà, moi j'avais envie de réouvrir sur des thèmes plus larges le principe une chronique, un aliment ou un plat. Et c'était de la chronique 81 à la chronique 171. On en fait quoi, 90 quand chroniques. Même, hein. Waouh, on a bien bûché. Et là, moi, je suis tellement passionnée par les apprentissages que j'ai faits avec ma formation en profilage alimentaire que j'avais très envie de diffuser, de vous partager. Et puis, du coup, je vais vous parler de ces apprentissages. Vous n'hésitez pas, sur le même principe que les 80 premières chroniques, à poser vos questions à Radio Alto. Et on y consacre des chroniques sur les thèmes de la nutrition, de l'alimentation, du comportement alimentaire, de l'enfanteur, de ce que vous voulez. Ce sera avec bonheur. Et il n'y a pas de questions bêtes, hein. On sera vraiment ravis de répondre à tout ça. Moi-même, n'y connaissant pas grand-chose, je serai très contente d'apprendre avec vous. Donc, vous envoyez tout ça à contact@radioalto.info et on partagera avec Anne dans les prochaines chroniques ses réflexions et ses réponses. Alors, peut-être on peut commencer par le commencement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que le profilage alimentaire ? Le profilage alimentaire. Alors, très souvent, moi j'entends la question, mais qu'est-ce que je dois manger et quelle est la meilleure alimentation pour moi ? Le profilage alimentaire n'entre pas encore en jeu, parce que la première chose à faire pour savoir ce que j'ai de mieux à faire pour bien manger pour ma santé, c'est déjà de s'écouter, c'est suivre son instinct. C'est le propos de la diététique comportementale. Et donc, moi, avant le profilage alimentaire, mon outil principal, c'était effectivement la diététique comportementale qui est fondée sur le fait que le corps est tout équipé de capteurs pour identifier nos besoins. On a 5 sens externes, on a des capteurs internes, et notre corps va communiquer, une fois mesurer et évaluer où on en est, va nous communiquer par des signaux pour nous guider vers la meilleure satisfaction, le meilleur rééquilibrage de nos besoins. Ces signaux, ce sont les sensations alimentaires, on le rappelle, la faim, qui signifie quand j'ai faim que j'ai besoin de carburant, le besoin d'aller à la pompe, là. Les envies, quand j'ai une envie pour tel aliment plutôt que tel autre, c'est que j'ai besoin de celui-ci plutôt que de celui-là. Le plaisir, c'est une autre sensation alimentaire régulatrice qui signifie que mon besoin est en train d'être satisfait et quand tout à coup, pouf, j'ai plus faim, ni envie, ni plaisir, c'est ce qu'on appelle le rassasiement. Et le rassasiement, c'est le signal que mes besoins sont assouvis. Et puis il y a le déplaisir et le dégoût qui m'indiquent que mes besoins ont été outrepassés ou que je vais à leur encontre. Voilà. Mais problématique, c'est que l'écoute de ces sensations, elle peut être perturbée par plusieurs facteurs qui sont vachement nombreux dans notre société, du genre. Identifier ce qui se passe à l'intérieur, moi, j'ai jamais appris à le faire, en fait. Exactement, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. On nous a appris qu'il fallait manger parce que c'est l'heure et il nous a appris qu'il fallait finir son assiette plutôt que d'écouter notre rassasiement. Donc déjà, on n'a pas eu cette éducation au décodage des signaux de notre corps. Et puis en plus, on est blindé de croyances alimentaires sur ce qui est bien de faire, de manger, sur ce qui est mal de manger. Et donc, des fois, je m'autorise même pas à suivre mes envies si elles ressemblent pas aux recommandations ou aux injonctions diététiquement correctes. À ça s'ajoute le stress et la fatigue qui sont absolument pas répandus dans notre société. Et donc, on a beaucoup de perturbations de l'écoute et de nos signaux et des messages de notre corps. Et en fait, c'est là que le profilage alimentaire intervient. Parce que si je suis hyper connectée à mon corps, que je sais identifier les signaux, les besoins, etc., je n'ai pas besoin du profilage alimentaire. Mais le profilage, ça va être un tremplin vers l'écoute de soi. C'est-à-dire que cette approche-là, en dessinant un profil alimentaire, c'est-à-dire une alimentation typiquement adaptée à la personne, elle va nous permettre de sélectionner les expériences alimentaires à conduire, c'est-à-dire de cibler pour trouver plus vite l'alimentation qui nous convient le mieux. Donc c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines chroniques. On va un peu découvrir tout ça avec toi. D'où est-ce que ça vient le profilage alimentaire ? Alors, le profilage alimentaire, ça vient d'une dame belge qui s'appelle Tati Louwers et qui a formulé l'approche. Alors Tati Louwers, vous pouvez aller sur son site, c'est un site qui est, on vous mettra le lien en dessous du podcast, un site qui est très abondamment documenté. On a une personne qui est extrêmement généreuse dans la transmission et le partage des informations, avec un joli regard critique. Donc voilà, on a une mine d'or d'informations
voilà, avec beaucoup de bon sens. Donc c'est une dame, Tati, qui dès ses 30 ans a eu des graves problèmes de santé. Elle a eu un diagnostic de fibromyalgie et puis paf, à 40 ans, elle a fait un cancer. Bon, il faut savoir que c'est une dame qui a été, donc c'est elle qui le raconte, qui a été élevée aux conserves et puis qui est une ancienne adepte des surgelés. Et donc avec ce diagnostic de cancer, elle a réformé son alimentation, notamment selon l'approche de la doctoresse Kousmine, et elle a survécu. Mais il y a eu des sursauts de santé qui ont été suivis d'épuisement. Il y avait toujours la fibromyalgie. Et donc, Tati, elle a tout testé. Toutes les approches réputées saines, réputées rétablir la santé. Elle a testé le végétarisme, le crudivorisme, la macrobiotique, le sans gluten sans produits laitiers, etc., jusqu'à trouver l'approche qui lui convenait. Parce que certaines de ces approches-là l'ont aggravé. Donc c'était vraiment un parcours de recherche énorme. Elle se décrit d'ailleurs comme une exploratrice en recherche de devenir soi nutritionnel. J'adore cette expression, j'adore Tati. Donc ça veut dire que toutes ces recherches, tout ce qu'elle va apporter dans ce domaine-là, ça va être plutôt de l'ordre de l'expérimentation plutôt que de l'ordre de la théorie. C'est pas une médecin, c'est pas quelqu'un qui a eu un parcours scientifique. Elle n'est pas médecin, elle n'a pas un parcours scientifique à la base. C'est une traductrice internationale, si je ne te dis pas de bêtises. Et donc, c'est quelqu'un, par contre, qui a la tête bien faite et qui est allé chercher dans la documentation scientifique ce qui était valable, qui a su voir où pouvaient être les biais, etc., qui a une capacité d'analyse qui est assez exceptionnelle. Pour moi, c'est vraiment une femme brillante. Voilà. Et donc, quand elle a trouvé l'approche qui lui convenait, ses symptômes de fibromyalgie ont disparu. Elle n'a pas fait de rechute de cancer. Et aujourd'hui, à bientôt 70 ans, elle considère qu'elle est plus en forme que jamais. Elle doit toujours avoir une grande vigilance sur son alimentation parce qu'elle a un terrain particulièrement fragile. Voilà, comment dire, elle est tellement loin dans la maladie qu'il n'y aura pas de rémission totale, il va falloir avoir une vigilance et vraiment avoir une pratique de santé importante. Mais du coup, elle se sent bien. Et donc, cette alimentation qui lui convient, elle l'a déterminée à la fois grâce à son profil personnel, et là je vais vous donner quelques clés dont on en reparlera plus avant dans les prochaines chroniques. Par exemple, son profil ayurvédique, c'est Vata, c'est le vent, donc c'est quelqu'un qui est plutôt caractérisé par du froid et de la sécheresse interne, qui va avoir besoin de chaleur et d'onctuosité, donc c'est-à-dire exactement le contraire du crudivorisme, voilà, qui va être chasseur en typage métabolique, donc qui à nouveau a besoin de beaucoup de graisse comme carburant de base. Et donc, ce profil personnel fait qu'il y avait certains modes alimentaires qui, sur le coup, lui donnaient un sursaut de santé, mais qui, à la longue, ne la ressourçaient pas. Et puis, il y a des caractéristiques de terrain particuliers. Elle a un foie mauvais détoxifieur. Donc, elle a besoin d'y aller mollo sur certains aliments qui sont pourtant réputés sains, mais qui contiennent des substances que son foie ne sait pas gérer, que ce soit les salicylates ou autre chose. Et ça, pareil, ces histoires de foie mauvais détoxifieur, on y consacrera au moins une chronique entière. Alors, autre expression que j'adore chez elle, elle se présente comme une courtière en régime. C'est-à-dire qu'à force de faire ses recherches, il y a des gens qui sont venus lui demander « Oh, mais comment tu fais ? Qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Et au fur et à mesure, elle a développé une activité de conseil. Et donc, pourquoi courtière en régime ? C'est parce qu'un courtier, ça va chercher la meilleure formule adaptée vraiment en fonction du profil de la personne. Et c'est ça qui est génial. Et j'adore aussi le concept selon lequel elle va dire, et c'est la seule à dire ça à ma connaissance, en nutrition, tout le monde a raison. Mais pas pour tout le monde et pas au même moment. Et c'est ça, on a des guerres de clochers avec « il faut manger comme ci »,« non, il faut manger comme ça, c'est moi qui ai raison », etc. En fait, tout le monde a raison, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc, si ça a marché pour telle personne, c'est formidable, c'est que son profil y était adapté. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être réplicable et applicable à tout le monde. Elle est vraiment la seule à prôner ce genre de discours. À ma connaissance. Alors après, on va trouver, tu vois, dans des médecines traditionnelles comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise, le principe que on est tous différents et donc il va falloir adapter l'alimentation. Mais après, ça va dépendre de la manière dont la personne va ensuite, aujourd'hui, moi je connais des praticiens en médecine chinoise qui donnent des conseils diététiques, c'est la même chose pour tout le monde. Ça n'a plus de sens, ça a perdu son sens d'individualisation. Donc, il y a les principes de base et puis il y a la manière dont on va le mettre en œuvre. Et ça, on va en reparler bientôt. Elle a fait une synthèse, Tati Lauer, c'est-à-dire qu'elle a rien inventé. Mais elle a fait une synthèse que je trouve très intelligente de différentes approches ou d'outils qui ont été développés
soit par des scientifiques internationaux, donc là on a un niveau de preuve scientifique qui est important selon ces outils-là, comme le typage métabolique, ou alors historiques, comme l'Ayurveda, ou qui font leurs preuves sur le terrain, c'est-à-dire par exemple comme la piste des groupes sanguins, qui a beaucoup moins de fondements scientifiques, mais dont on s'aperçoit que sur le terrain, oui, effectivement, les groupes O, souvent, ils réagissent comme ça à tel type d'alimentation. Donc ça, c'est tous ces résultats-là, de ces années de pratique et de recherche sont retrouvables sur son site internet. Oui, absolument. Tout va y être expliqué. Il y a énormément de documentation qui est téléchargeable, des fiches aussi. Vous allez retrouver les différents outils comme le typage métabolique, le groupe sanguin dont je suis en train de vous parler. Il y a quelques livres aussi, quelques-uns de ces topos qu'aujourd'hui elle diffuse gratuitement, qui sont téléchargeables en PDF. Il ne faut pas hésiter à y aller, c'est une mine d'or. Voilà. Et donc, grâce à tous ces outils qu'elle a compilés, et grâce à l'expérience du référent, on va cibler les aliments remèdes et on va proposer des expériences sur des courtes périodes pour observer comment les symptômes de la personne vont évoluer. Donc ça, c'est dans la théorie. Et comment ça se passe dans la pratique ? Alors en pratique, ça va dépendre du référent. On parle de référent en profilage alimentaire parce qu'il n'y a pas forcément un titre médical. Il peut y avoir des formations de base très diversifiées. Ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément de formation médicale. Il peut y avoir, moi je suis diététicienne par exemple, mais il y a des naturopathes, il y a des médecins qui sont formés au profilage alimentaire. Et puis ça va dépendre aussi de notre manière de nous approprier les outils. Donc moi par exemple, depuis que j'intègre le profilage alimentaire à ma pratique, je suis restée sur une forme de consultation entre guillemets classique où l'anamnèse reste centrale et reste vraiment super importante. Donc, je vais recueillir des informations sur l'histoire de la perturbation de santé de la personne ou sur les circonstances qui ont précédé, entouré, etc. Et cette anamnèse, parfois, je vais la soutenir avec des questionnaires ciblés que j'aurais choisis suite à l'échange téléphonique lors de la prise de rendez-vous, selon que je vais souhaiter, par exemple, évaluer tout de suite l'état de santé globale de la personne, notamment dépister un épuisement. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce que ça m'a beaucoup marqué, cette histoire d'épuisement que j'ai découverte avec le profilage, ou de vérifier par exemple quel peut être le meilleur type de carburant pour les cellules de la personne. Voilà pour l'initiation, on va dire, la découverte de ce que c'était que le profilage alimentaire. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, vos réflexions, vos commentaires, on vous le rappelle. D'ici là, la semaine prochaine, on se retrouve pour continuer dans cette dynamique-là, dans ces problématiques-là, en abordant la question de la boîte à outils du profilage alimentaire. Avec grand plaisir. Une toute belle semaine à vous. À la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.